De grands guerriers blonds, moustachus, bagarreurs, indisciplinés et farouches, mais aimant aussi festoyer autour de grands banquets où se mêlent sangliers rôtis, pichets de cervoise et bagarres. Vous les aurez reconnus, il s'agit effectivement de nos ancêtres les Gaulois. Le nom de ce peuple fait tout de suite naître dans l'esprit quantité d'idées reçues, surtout quand on a lu la célèbre bande dessinée d'Uderzo et Goscinny. Mais d'où viennent ces clichés? Et surtout, est-ce la vérité historique? Qui étaient réellement les Gaulois? Ce podcast vous invite à vous plonger dans l'histoire passionnante de ce peuple, à découvrir l'origine de ces stéréotypes et leur utilisation politique, et bien sûr à démêler le vrai du faux, en écoutant ce que nous disent archéologues et historiens. Les clichés véhiculés sur les Gaulois ne datent pas d'Astérix. Quand on lit les auteurs de l'Antiquité, on s'aperçoit qu'ils ont largement contribué à forger une image fantasmée et souvent péjorative des peuples de la Gaule. Ainsi, les Gaulois étaient moustachus, c'est Diodore de Sicile qui nous le dit dans sa bibliothèque historique. Les Gaulois portent des moustaches qui leur couvrent toute la bouche. C'est également dans l'Antiquité, sous la plume, ou plutôt le stylet d'Arien, que se répand l'idée que les Gaulois étaient un peuple particulièrement courageux. Ainsi, quand Alexandre leur demanda ce qu'ils craignaient le plus au monde, il fut décidé de ne pas les entendre répondre « Alexandre ». Non, les Gaulois ne craignaient qu'une chose, La chute du ciel. et Alexandre conclut « Les Celtes sont fiers ». mais les propos tenus ne sont pas toujours aussi valorisants. Qui ignorent en effet Nous dit Cicéron dans le Pro Fronteio, qu'ils ont conservé jusqu'à ce jour l'affreux et barbare usage des sacrifices humains. Parmi tous ceux qui ont parlé de ce peuple et ont contribué à nourrir les clichés, il y a bien sûr César. Le célèbre vainqueur de la guerre des Gaules n'a pas manqué de présenter son adversaire comme terrifiant, d'une force surhumaine. Mais grandir l'adversaire, et donc magnifier la victoire à venir, ne l'empêche pas également d'exprimer son mépris pour ce peuple. Ainsi, il nous raconte que lors d'un affrontement, les Gaulois se sont d'abord moqués des Romains, ces nains qui construisent une tour loin des murailles. Mais, quand ils ont vu celle-ci se mouvoir, ils se sont alors immédiatement soumis, attribuant ce prodige à une intervention des dieux en faveur de Rome. Courageux donc, mais aussi naïf et facilement impressionnable. Voilà donc nos Gaulois affublés de toute une série de clichés. Mais pourquoi nous ont-ils tant marqués? Pourquoi une si grande présence de ce peuple dans notre mémoire commune et beaucoup moins, par exemple, celle des Francs? Pour comprendre cela, il faut faire un bond dans le temps pour arriver au XIXe siècle. C'est à cette époque que les historiens ressortent du néant, ou presque, le peuple de Vercingétorix. Ainsi, Henri Martin nous dit dans son Histoire de France racontée par deux enfants que la France, notre patrie, était il y a bien longtemps de cela presque entièrement couverte de grandes forêts. Il y avait peu de villes et la moindre ferme de notre village, enfant, eût semblé un palais. La France s'appelait alors la Gaule, et les hommes à demi sauvages qui l'habitaient étaient les Gaulois. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient grands et robustes, avec une peau blanche comme le lait, des yeux bleus et de longs cheveux blonds ou roux qu'ils faisaient flotter sur leurs épaules. Ils estimaient avant toute chose le courage et la liberté. Ils se riaient de la mort, ils se paraient pour le combat comme pour une fête. Voilà les termes, pleins de nuances et d'objectivité qui ont fait découvrir ce peuple à des générations de petits Français, et en particulier cette formule marquante, nos ancêtres les Gaulois. Mais pourquoi les Français, et Napoléon III en premier, vont-ils alors se prendre de passion pour ce peuple à la fin du XIXe siècle? Il faut remettre les choses dans leur contexte. On cherche alors un ancêtre héroïque pour fortifier la nation, pour l'unir, pour la galvaniser. Après la défaite de 1871 à la guerre franco-prussienne et la perte de l'Alsace-Moselle, la France va mal, et les Français ont plus besoin que jamais d'un héros pour relever la tête et retrouver l'estime d'eux-mêmes. Pour cela, Vercingétorix va s'avérer la figure parfaite, premier patriote qui a uni les tribus gauloises derrière lui, premier résistant et surtout un perdant certes, mais un perdant magnifique. On peut penser au célèbre tableau « Vercingétorix jette ses armes aux pieds de César » de Lionel Royer. Par-delà toutes les erreurs historiques, ce qui frappe, c'est le héros de la toile. César, bien sûr, vainqueur, trônant dans sa toche pourpre, mais aussi Vercingétorix, vaincu mais la tête haute, et gardant toute sa dignité. On est loin de la véracité historique, mais qu'importe. Dans les décennies qui suivirent, le Gaulois va être l'objet d'une réappropriation par tous les partis pour des visées politiques parfois opposées. Un mythe multiforme va être forgé à partir de défauts ou de qualités largement imaginaires. La réalité historique importe peu quand on veut faire de la propagande. Le Gaulois est ainsi celui qui n'a pas su mettre de côté les divisions internes et qui a finalement perdu. Français, restez donc unis et acceptez les compromis. Il en va de l'avenir de la France. C'est une idée majeure à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et même sous Vichy. Pétain en effet reprend cette idée dans un livre au titre qui ne s'invente pas, de Vercingétorix à Pétain.
Quand il parle de la défaite gauloise, il n'évoque même pas les Romains, ce sont bien les divisions qui ont causé la perte des Gaulois. L'idée est de convaincre les Français d'être soudés, car l'union fait la force et les dissensions sont synonymes de futures défaites. Le Gaulois est aussi celui qui certes a perdu, mais a su tirer profit de sa défaite en acceptant la domination romaine, base du développement de la civilisation gallo-romaine. Quand c'est le maréchal Pétain qui vous le dit, avez-vous compris la leçon ? C'est bien cela. La collaboration est une chance, il faut tendre la main aux Allemands. Mais Vercingétorix est aussi le résistant, celui qui a uni la Gaule derrière lui, le premier patriote de l'Hexagone, qui n'était pas encore un hexagone. Il s'inscrit dans le panthéon des héros français, avec Jeanne d'Arc et ensuite De Gaulle. Enfin, le Gaulois est en même temps un barbare, primitif, illettré, qui a bénéficié de l'occupation romaine. Rome lui a apporté la civilisation. Que serait la Gaule sans la présence romaine ? Voilà comment légitimer la colonisation française en Afrique et ailleurs. De tout cela, de toutes ces qualités, de tous ces défauts, lesquels sont vrais, lesquels sont fantasmés, lesquels ne sont que des clichés loin de la véracité historique ? Eh bien, pour le savoir, intéressons-nous à ce que disent les historiens et les archéologues. Les Gaulois vivaient en réalité dans des maisons solides, souvent en paille, parfois à plusieurs étages. Les toits étaient recouverts de chaume. Les Gaulois cultivaient la terre, récoltaient des céréales, des fruits et des légumes, et élevaient du bétail. Leur alimentation reposait principalement sur la viande de bœuf et de porc, mais aussi sur les produits de leurs champs. L'hygiène tenait une place importante. Ils peignaient leurs cheveux et soignaient leur apparence. Porter la moustache était même, dans certains cas, un signe de distinction sociale. Sur le plan économique, les Gaulois étaient de remarquables artisans. Ils savaient travailler les métaux, comme l'or, le fer et le bronze, et fabriquer des tissus, des bijoux et des vêtements très prisés, y compris par les Romains. Ils sont aussi à l'origine de l'invention du tonneau, un moyen ingénieux pour transporter les marchandises, qui va rapidement remplacer l'amphore. Cette activité commerciale les a menés à échanger régulièrement avec d'autres peuples, y compris avec les Romains. Politiquement, les Gaulois se regroupaient dans des villes. Celles-ci étaient souvent situées près des forêts. La société gauloise était hiérarchisée. Les druides occupaient une place essentielle, à la fois spirituelle et politique. Ils conseillaient les chefs, rendaient la justice et étaient les seuls à maîtriser l'écriture. Les bardes, eux, avaient pour rôle de conserver et de transmettre la mémoire collective à travers la parole et les chants. Enfin, sur le plan militaire, les Gaulois n'étaient pas simplement des guerriers désordonnés et impulsifs. C'étaient de fins stratèges, capables de planifier leur bataille avec soin. Ils portaient des casques sans ailes, des cottes de mailles et utilisaient des armes variées. Certains pouvaient combattre nus, mais c'était avant tout un acte de bravoure destiné à impressionner l'ennemi. Après leur victoire, ils célébraient leurs exploits autour de grands banquets, dans une ambiance de fête et de partage. Voilà donc un peuple bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et les mythes dans tout cela tordent le cou à quelques-uns. Non, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier. Ils ne le consommaient pas car c'était un animal sacré. Ils mangeaient plutôt des fruits, des légumes, des céréales embrouillées. Non, les Gaulois n'ont pas dressé dolmens et menhirs. Loin de cette idée pourtant très répandue, ces derniers ont été érigés il y a 3 à 4 000 ans avant notre ère, ce qui correspond plutôt au néolithique. Non, les Gaulois ne promenaient pas leurs chefs sur leurs boucliers. Ces derniers servaient exclusivement à se protéger pendant les batailles. Ce sont les Germains qui ont propagé ce mythe. En revanche, il est vrai que les Gaulois attachaient des têtes sur leurs porches de maison, mais ils y accrochaient des têtes humaines au lieu de têtes animales, avant tout pour bien montrer aux ennemis qu'il ne fallait pas s'en prendre à eux. Enfin non, les druides ne vivaient pas dans les bois et ne sacrifiaient pas de personnes au clair de lune. Enfin pas exactement. Ils sacrifiaient certains chefs, mais dans des tourbières vues comme un portail vers l'au-delà. Alors, pourquoi tous ces stéréotypes ? Pour des raisons qui, au fond, sont toujours les mêmes, à toutes les époques, sur tous les continents, lorsqu'un peuple ennemi est caricaturé. On grandit l'adversaire et, du même coup, sa victoire sur lui, car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ce qu'ont fait César et les Romains. Il faut ajouter à cela une certaine méconnaissance qui a amené Romains et Grecs à déformer la réalité, à répandre des fausses informations méprisantes et nourrir les fantasmes. Ces clichés étaient alimentés par la peur de l'autre, la peur de la différence et le rejet. Un mode opératoire que l'on retrouve dans les préjugés fomentés par la xénophobie et le racisme dont les mécanismes de pensée perdurent encore, hélas, de nos jours.